bien, merci beaucoup pour cette introduction. Chaque minute dans les coulisses, le docteur Vine m'enseignait de plus en plus sur la Bible, il m'enseignait sur Élie, sur la montagne, et toutes les personnes dans la foule, et il m'a dit secrètement que certaines personnes le soutenaient. Et vous savez, je ressens cela moi-même. J'ai eu la chance de rencontrer cette congrégation il y a environ 1 an et demi. Et c'était la première fois que je suis monté sur scène et que j'ai montré quelques diapositives et je n'avais pas réalisé la portée de l'Église adventiste, en particulier Saint Andrews et le ministère ici. C'est une portée qui est vraiment large, mondiale, et c'est extraordinaire. Mais dans les prochaines minutes, j'aimerais simplement apprendre à vous connaître et je voudrais que vous me connaissiez davantage. Quand j'étais enfant, j'ai grandi à Buffalo, à New York, dans la ville du métal, qui ressemble beaucoup à Détroit dans les années 60. Ma famille est une famille d'immigrants irlandais, donc mon père a travaillé dans l'usine. Il a pratiquement repris le travail de son père quand son père est mort. Les Irlandais, très tôt quand ils sont arrivés d'Irlande, ma famille est venue après la famine des pommes de terre en 1850. Ma famille venait du nord de l'Irlande et ils ont traversé des moments difficiles. Vous avez entendu parler des kulaks en où 15 millions de personnes sont mortes dans une famine intentionnelle en Ukraine. Vous avez entendu ça plus tôt aujourd'hui et c'était vers 1920. Eh bien, en 1850, il y avait une famine en Irlande et cela s'est produit par un mécanisme différent. Cela avait à voir avec la seigneurie sur les biens immobiliers que les Anglais possédaient et que les fermiers irlandais louaient aux seigneurs britanniques. Et les fermes devenaient de plus en plus petites. On est arrivé à des fermes de taille vraiment minuscule par fermier. Et la seule chose qu'ils pouvaient faire pousser caloriquement pour rester en vie, c'était en fait des pommes de terre. Donc c'était un état nutritionnel terrible là-bas. Et vous connaissez l'histoire de du fléau des pommes de terre. Une fois que la maladie s'est propagée dans la source principale de nourriture, une fois que la maladie s'est propagée, leur source nutritionnelle principale avait disparu. Toute l'île d'Irlande était devenue en état de crise environ en 1850. Et ce que nous savons, c'est qu'il y avait une diaspora. L'estimation est d'environ de 2 millions de personnes qui sont mortes sur l'île. De famine, 2 millions. Environ 1 million sont restés, et puis la diaspora a impliqué environ 7 millions supplémentaires. Donc si vous êtes déjà allé à une réunion, disons, dans les années 50, 60, 70, si vous vous souvenez, vous êtes enregistré pour la réunion, vous avez tous les noms dans l'alphabet, sauf le M. Il y avait toujours un M, puis il y avait un MC. Vous vous rappelez de ça? Ça vous a montré à quel point les Irlandais étaient importants en tant que groupe d'immigrants aux États-Unis. Combien d'entre vous ont des origines irlandaises ici? Voilà, vous voyez, il y a toujours 25% d'États-Uniens qui ont des racines irlandaises en eux. Et bien sûr, la diaspora irlandaise a été en Australie, en Nouvelle-Zélande et partout. Donc, quand ma famille est arrivée du nord de l'Irlande, et dans le processus, ils sont passés par Ellis Island et ils sont restés, on appelle Hell's Kitchen, ou bien ce qu'on appelait Hell's Kitchen à New York. Et ils vivaient très proches les uns des autres. Et donc, la maladie du jour, ce temps-là, c'était la pharyngite streptococcique. Et donc, il s'avère que mon arrière-grand-mère, après avoir enterré 10 enfants à Hell's Kitchen, est décédée à 32 ans de la maladie de Bright. La maladie de Bright est une néphrite glomérulaire post-streptococcique. Maintenant, mon grand-père, parce que du côté maternel et paternel, ils vivaient réellement côte à côte. Mon grand-père est finalement décédé à Buffalo, New York, d'une maladie cardiaque rhumatismale. Donc il avait une sténose mitrale. À cette époque, dans les années 60, il y avait un risque élevé de ce qu'on appelle une commissérotomie fermée, un type de chirurgie pour essayer d'ouvrir la valvule mitrale pour faire circuler le sang, et il est décédé avec ça. Donc les Irlandais avaient des antécédents de décès dus à des maladies. C'était quelque chose qui est arrivé avec la famine des pommes de terre, les difficultés avec les différentes maladies infectieuses. Rappelez-vous,
Aux États-Unis, nous avons eu problème après problème, en particulier la fièvre jaune. Beaucoup de gens ne se souviennent pas de cela, mais vous savez, la fièvre jaune a emporté 25% de la population de la Nouvelle-Orléans et de Memphis, jusqu'à Philadelphie même, à l'époque. Et c'est de là d'où vient le mot quarantaine. Quarantaine signifie en fait 4 semaines, et les navires étaient habitués à l'extérieur de la Nouvelle-Orléans à rester dans l'océan pendant 4 semaines avant d'entrer pour s'assurer qu'ils n'avaient pas de fièvre jaune. Donc il y a toute une histoire qui se termine ici en termes de vulnérabilité de l'homme et de maladies infectieuses. Mais j'ai grandi là-bas et les temps difficiles économiques sont arrivés dans les années 70, au début des années 70. Et avant que nous le sachions, les emplois d'usine avaient disparu et nous n'avions pas d'argent et nous sommes arrivés au point où nous avons perdu notre voiture, notre maison, nous avons tout perdu. Alors nous avons tout mis dans une voiture et nous sommes allés au Texas parce que nous avons entendu qu'à ce moment-là, il y avait du travail au Texas. Donc nous avons traversé la rivière Rouge et nous avons atterri à Wichita Falls. Et donc j'ai fini par commencer l'école. Cette année-là, je vivais dans une chambre d'hôtel, une seule chambre à Wichita Falls. Et nous avons pris un nouveau départ au Texas, ce qui était super pour notre famille. Il y avait tant de gens. L'esprit de pionnier avait déjà duré 200 ans. Il n'allait pas s'arrêter en 1970. Et donc, à partir du moment où nous avons vécu au Texas jusqu'à maintenant, la population a doublé. Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'à partir des années 70, ça a été vraiment une période extraordinaire. Donc j'ai terminé mes études au Texas. Je suis allé à l'université de Baylor Southwestern Medical School, l'université du Texas. J'ai fini premier de ma classe. Puis j'ai poursuivi mon internat à l'université de Washington, à Seattle. J'ai fait 3 ans de service. Et à l'époque, c'était commun, il y a environ 30 ans, de faire le service militaire. Et donc, beaucoup de mes amis internes à Seattle sont devenus des officiers du CDC, sont devenus des officiers du CDC où ils étaient déjà dans l'armée. Ils ont fait une certaine forme de service. Moi, j'ai fait le service de santé rurale et j'étais posté à Grayling, au Michigan. C'est comme ça que je suis venu dans le Michigan. Et alors que j'étais dans le nord du Michigan, j'ai travaillé dans un petit hôpital moi-même et Chuck Williamson de Duke, il est venu. Donc Chuck et moi, on était les deux internes en ville. Il n'y avait pas de spécialistes. Beaucoup de médecins qui travaillaient dur. Nous avons fini par couvrir Roger City quand c'était ouvert et Kalkaska, Gladwin. Et nous étions vraiment un peu partout en train d'essayer de fournir des soins de santé en patchwork dans le nord du Michigan. Donc la troisième année de cela, j'ai décidé que j'avais besoin de plus de formation en épidémiologie, en statistique, et je suis allé à l'université du Michigan, à Ann Arbor, et j'ai étudié l'épidémiologie là-bas, et puis j'ai fait mon fellowship à l'hôpital William Beaumont. Et j'ai été entièrement formé en tant qu'interniste, cardiologue et épidémiologiste, et bien formé. Et j'ai lancé ma carrière, et je me suis marié, et après mon internat, j'ai eu 2 enfants. Nous avons élevé nos enfants à Norville, Michigan, et je considérais notre famille nucléaire comme étant solide. Nous étions ce que je considérais des chrétiens raisonnables. J'ai été baptisé dans l'église presbytérienne de Knox, à Kenmore, New York, et nous allions dans une église presbytérienne à Northville. Ma femme est intéressante. Elle est une chrétienne palestinienne. Et c'est commun dans le sud-ouest du Michigan d'avoir beaucoup d'États-Uniens arabes, beaucoup d'entre vous le savent. Et sa famille était d'une importance historique en Palestine. Donc le grand-père de ma femme était le gouverneur général adjoint sous Samuel, qui était le seigneur, si vous voulez, de la Grande-Bretagne à travers le mandat britannique qui supervisait la construction de la nation d'Israël. Et ma femme et de son père, mon père était le chef de gare du chemin de fer palestinien. Donc les Palestiniens avaient un système ferroviaire complet, un système éducatif complet. Et à l'époque, il y avait environ 70 000 juifs d'origine qui se trouvaient juste à côté de l'océan, dans une ville appelée Acre, en grande partie là où il se trouvait, et c'était vrai pendant environ 500 ans. Ma femme a en fait un nom de famille turc, Burki. L'Empire ottoman et les Turcs ont contrôlé cette région pendant 800 ans. Donc, la construction de la nation moderne d'Israël est un phénomène assez récent. Beaucoup d'Israéliens actuellement
sont des gens qui sont ostensiblement russes ou polonais ou autres. L'accent israélien actuel est presque plus un accent russe. Donc quand je vais en Israël et que je vais faire du jogging à l'extérieur, je m'intègre parce qu'il y a tellement de gens qui me ressemblent, d'aspect russe aux cheveux blonds. Ils ne ressemblent pas à des sémites. Maintenant, les Palestiniens et les Juifs sont sémites. Ce sont des peuples sémites. Et ils ont cette origine commune. L'hébreu est un ensemble limité d'arabes. Donc l'arabe est un arabe dérivé de l'araméen. Donc l'arabe est un langage très large, dynamique, et l'hébreu, lui, très limité. Donc tous les Palestiniens là-bas peuvent parler facilement l'hébreu. Ma femme, sa famille, ils peuvent parler facilement hébreu, car ils vivent dans ce nouvel environnement. Il y a environ 500 ans, ils auraient pu parler le turc probablement, vu que c'était les peuples qui étaient là depuis longtemps. Ils vivaient dans un monde très intéressant. Maintenant, aux frontières d'Israël, du nombre de personnes là-bas, il y a 60% des personnes là-bas qui sont venus là-bas pour construire Israël. Donc ce sont des juifs ou revendiquent le judaïsme. Les 40 autres pourcents sont des Palestiniens. Maintenant, des 40%, 20% sont des Arabes israéliens. Ils vivent du côté des frontières où on leur accorde un passeport israélien. Et les autres 20% restants sont dans les territoires palestiniens, qui sont maintenant presque des villes murées. Donc il y a Ramallah, Hébron, il y a une autre, Bethléem. Il y a un territoire et bien sûr il y a Gaza. Et donc les Palestiniens sont tous évidemment liés les uns aux autres et ils communiquent entre eux d'un côté et de l'autre de la frontière, mais du côté des territoires palestiniens, ils ont leur propre gouvernement démocratiquement élu, ils ont leur propre système de sécurité sociale, leur propre système éducatif, leurs propres universités et leur propre école de médecine. Et beaucoup de gens ne voient pas ce côté des Palestiniens. C'est très intéressant, car maintenant, elle est une chrétienne palestinienne. Ils sont minoritaires parmi les musulmans palestiniens. Mais encore à ce jour, pour ceux qui sont allés en Israël, vous savez, vous irez dans certaines villes où c'est presque exclusivement palestinien. Combien d'entre vous ont été en Israël? Oui, un bon nombre d'entre vous. Donc si vous avez déjà été à Nazareth, il n'y a presque pas de juifs qui vivent à Nazareth. C'est presque entièrement une zone palestinienne. C'est juste du côté de la frontière d'Israël. Donc Israël, j'y suis allé plusieurs fois et j'ai découvert que nous avons de l'immobilier là-bas. J'ai découvert que c'est juste un endroit incroyablement diversifié. Un des plus beaux endroits d'Israël où j'ai été, c'est Haïfa. Est-ce que vous avez déjà été à Haïfa? Et une incroyable partie de la montagne a été achetée par ce groupe de personnes et ils ont construit un jardin sculpté magnifique. Et ça s'appelle le temple Baha'i en Israël. Mais l'une des choses que j'ai conclues en passant en Israël, c'est que ce ne sera jamais un État juif. Jamais. C'est le lieu de naissance du christianisme. Les peuples d'origine sont toujours là-bas, les Palestiniens. Il y a sont une sorte de secte juive qui a des croyances un peu différentes. Il y a des juifs messianiques, il y a des chrétiens franciscains. Si vous allez, si vous allez à Jérusalem, vous connaissez les différents quartiers. Vous réalisez par sa nature que c'est un lieu multiculturel incroyable, incroyablement diversifié. Et siècle après siècle après siècle, il y a un groupe dirigeant après l'autre qui veut que tout l'endroit soit éthiquement nettoyé. Et cela n'arrivera tout simplement pas. Ça n'arrivera tout simplement pas. Le régime actuel veut que ce soit un État juif. Et c'est juste avec 40% des gens qui font quelque chose de différent, y compris les chrétiens musulmans et les autres. Ça n'arrivera tout simplement pas. Et je pense que c'est la tension avec la façon dont les choses sont présentées. Et j'ai appris cela après 35 ans de mariage. Et la raison pour laquelle je vous dis tout cela, c'est parce que c'est le fondement de ma vie et de mon mariage et d'avoir quelqu'un qui est résistant en tant que Palestinien où sa famille finalement a dû fuir après la guerre de 1967 à l'époque où les forces de défense israéliennes s'étaient rassemblées. Le vent avait tourné dans ce pays et quand ils sont arrivés chez ma femme, ils ont emmené les femmes et les enfants dans un camp de réfugiés. Ils ont amené les hommes dans un camp de travail, une prison pour les forces de défense israéliennes. Ils ont emménagé les familles polonaises et familles russes dans la maison familiale qu'ils possédaient depuis des centaines d'années. Et donc, après avoir fait 2 ou 3 ans comme ça, ils se sont finalement réunis et ils ont finalement pris un avion pour aller à Toronto et ont déclaré l'asile politique. Là-bas, ils se sont établis à Toronto et c'est là que ma femme a grandi.
Mais le fait qu'elle soit palestinienne et chrétienne est d'une lignée très ancienne du christianisme et elle est résiliente, très très important. Donc ma vie était parfaite en tant qu'universitaire, j'avais tous les merveilleux privilèges de voyager, la renommée, le conseil, l'édition, et fait de grandes réunions dans presque toutes les grandes institutions des États-Unis. J'avais un excellent bilan, j'étudiais comment les fonctions cardiaques et rénales étaient interdépendantes. Puis le Covid-19 a frappé et j'ai fait instinctivement ce que je pensais que je devrais faire et c'était essayer de sauver toutes les vies que je le pourrais grâce à mon scholarship, mes soins cliniques, mes recherches, mon autorité dans le pays pour le faire. Et j'ai appris en quelques semaines que quelque chose n'allait pas. Les médecins, qui étaient mes amis, partout, y compris à Beaumont, à New Jersey, dans le Michigan, à Baylor, à Dallas, en gros, laissaient les gens mourir et se faisaient massacrer par ce virus. Et je ne pouvais pas le comprendre. Ils se sont rapidement fermés, ils ne voulaient pas en parler, les appels téléphoniques ni les mails n'étaient pas retournés, les gens ont commencé à se bloquer les uns les autres, mais ces médecins allaient laisser leurs patients se faire massacrer, et c'est ce qu'ils ont fait. Et je ne pouvais pas le croire. Cela n'a fait qu'empirer à mesure où nous avons traversé toute l'ère des vaccins. Les mêmes médecins qui ont bloqué le traitement à leurs patients et les ont intentionnellement laissés mourir sont les mêmes médecins qui ont fait la promotion et imposé les vaccins sur leurs patients. Sont les mêmes. Les deux sont liés. J'ai parlé à Tucker Carlson quand je suis allé au studio. J'ai dit, Tucker, les deux sont liés. Quelque chose se passe. Il y a une sorte de perturbation. Et puis, vous savez, en tant que chrétien raisonnable, j'ai commencé à voir les choses. Quand je dis raisonnable, je voulais dire, j'allais à l'église, j'ai compris les principes, j'accepte Christ comme mon sauveur. J'ai enseigné à mes enfants les principes chrétiens, mais je ne croyais pas que Dieu spécifiquement gérait ma vie. Et je ne croyais vraiment pas ou ne voyais pas les actes de Satan ou du mal se produire. Je comprenais le mal comme un concept, mais je pensais que tout était dans le domaine humain. Je croyais vraiment cela. Et puis, avec ce qui s'est passé en 2020, j'ai réalisé que juste publier un article sur le traitement du Covid était presque un sacrilège dans la médecine, que d'une manière ou d'une autre, quand j'ai publié l'article dans la revue de médecine générale états-unienne, qui est un très bon journal, j'ai reçu des éditeurs qui m'ont envoyé des lettres. J'en ai reçu une de Duke, de Ménache, de McMaster, du Brésil. Et les lettres étaient Docteur McCullough, vous ne pouvez pas traiter le Covid. Vous ne pouvez pas traiter ça. J'ai dit quoi? Mais bien sûr que je peux. Et j'avais même de plus en plus de preuves. J'ai dit, vous devez surmonter la peur et me rejoindre pour traiter les patients et sauver des vies. Mais la réponse était, vous savez, je ne peux pas faire ça. Et donc, au fur et à mesure que les médicaments évoluaient, j'avais besoin d'obtenir un deuxième article mettant à jour le protocole. Et à Baylor, nous avions le merveilleux luxe où, dans le journal états-unien de cardiologie, les actes du centre universitaire médical de Baylor ont été publiés directement dans nos bureaux. Donc, j'ai organisé un article pour montrer les procédures du centre médical de l'université de Baylor. Et j'ai parcouru tout le processus d'examination des pairs, j'ai eu les commentaires, j'ai fait des éditions, il y a eu une décision finale éditoriale, ça a été accepté pour la publication, les frais d'auteur, preuve de galets, les frais de publication, tout était fait, c'était une affaire conclue. Ce serait toujours en médecine. Et puis chaque jour, à ce moment-là, j'ai été appelé au Sénat états-unien. J'avais besoin de citer cet article avec le protocole dedans. Et j'attendais, et j'attendais, et j'attendais, et j'attendais, et rien ne se passait. J'ai continué à contacter les éditeurs Taylor et Francis. Et finalement, Taylor et Francis, j'ai finalement eu quelqu'un au téléphone. Et ils ont dit, il y a un problème avec cet article. Le problème, vous savez, un problème, ça aurait été... Le problème aurait pu avoir lieu il y a 2 mois, mais là, c'est déjà une affaire conclue. C'est déjà vérifié. On a payé les frais de publication. Ils étaient substantiels et je les ai payés. Et c'était fait. Ils ont dit, bon, il faut que vous alliez parler au rédacteur en chef. Il se trouve être juste au bout du couloir pour moi. Donc j'ai été au bout du couloir. Et je lui ai parlé. C'est le rédacteur en chef, quelqu'un qui est l'une des personnes les plus publiées en médecine, le rédacteur le plus ancien des grandes revues, le Dr Roberts. Et j'ai dit, Dr Roberts, il y a un problème avec cet article. Il a dit, je n'ai jamais vu cela auparavant
en 40 à 50 ans d'édition. Cet article a été récupéré de la librairie nationale de médecine. Et maintenant, il y a une plainte administrative selon laquelle il se chevauche trop avec le premier article. La librairie nationale de médecine est une base de données informatique. Ce n'est pas géré par des gens, c'est une base de données informatique. Il y a quelque chose comme 20 000 entrées faites par jour. Par jour. Ça ne fait pas correspondre une chose par rapport à une autre. Tout le chevauchement avec des documents précédents, tout cela a été vérifié à l'avance. En fait, ça a été vérifié. J'avais toute une transmission qui s'est passée. Quand cela s'est produit, mon visage est devenu rouge. Et je savais que quelque chose d'extraordinaire devait arriver. Et ça devait arriver. C'est impossible pour que quelqu'un découvre cela. C'est impossible pour que quelqu'un soit réellement en mesure d'identifier cela et se rendre compte qu'un autre papier de traitement arrive. C'est impossible. C'est physiquement et d'une perspective de technologie informatique impossible. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai dit à ma femme, je pense que c'est un acte de Satan. Je pense que Satan est directement intervenu dans ma vie. Et alors que les choses sont devenues plus tendues, en 2020, j'ai été appelé au Sénat états-unien et j'ai été le principal témoin d'une série d'audiences historiques du 19 novembre 2020. J'ai dû soumettre une biographie au Sénat états-unien. J'ai eu un rédacteur du discours parce que j'avais une déclaration d'ouverture de 5 minutes. Je devais avoir un certain format, donc j'ai eu un rédacteur de discours à Washington et j'ai fait ceci et cela. J'ai négocié avec le Sénat, ça a été accepté et maintenant tout ce qu'il y avait à faire c'était de lire mon discours. Tout ce qu'il avait à faire. Et ma femme et moi sommes allés à Washington. J'étais à l'hôtel Kimpton, probablement 600 chambres. Il y avait 3 personnes dans tout l'hôtel. Tout Washington était fermé. Tous les Starbucks autour étaient fermés. Nous avons littéralement marché 10 kilomètres pour trouver un restaurant ouvert. Et nous sommes passés devant le Smithsonian, tout était fermé. J'ai dit, mais attends, on est à Washington, à l'automne 2020 et tout était fermé, notre gouvernement ne se réunissait pas, ça avait été dissous. Alors cette nuit-là, je pratiquais mon discours et ma femme le chronométrait. Elle dit, tu n'y arrives pas en 5 minutes. Tu n'y arrives pas en 5 minutes, ça ne marche pas. Tu ne prends pas le temps qu'il faut. Et moi, je ne suis pas un bon lecteur de messages. J'ai l'habitude de faire ce que je fais maintenant, de le faire sans commentaire préparé. Je me suis préparé dans ma tête, mais je parle de manière improvisée. Donc je suis allé me coucher cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi, j'étais au jour 17 d'après Covid, je me remettais du Covid. J'ai eu un cas relativement grave, j'étais sous stéroïdes et je ne dormais pas très bien. Je n'avais pas eu de coupe des cheveux depuis des mois et donc me voici. Je suis au Sénat, déclaration liminaire. Les déclarations liminaires sont faites par le sénateur Johnson, qui est le témoin majoritaire. Puis les déclarations liminaires par Gary Peters du Michigan, qui est le président minoritaire. Et le sénateur Johnson n'a pas de masque. Il est magnifique, il est brillant. Il dit, j'amène des médecins ici pour dire aux États-Unis où ils ont réussi à traiter des patients. Et Gary Peters a laissé une mascotte noire ici. Et Gary Peters dit, eh bien, dans ce que nous allons attendre aujourd'hui, ce que je ne veux pas que les États-Unis fassent, c'est d'avoir un espoir quelconque. Il voulait dire aucun faux espoir, mais ça a échappé et il a dit qu'il ne voulait pas que les États-Unis aient un quelconque espoir. Il ne voulait pas que les États-Unis aient un quelconque espoir et je n'oublierai jamais cela. Les chambres du Sénat étaient relativement vides, la plupart des gens n'étaient pas là. On était censé avoir Mitt Romney et Kamala Harris et tout le monde était absent. Donc après le commentaire, je suis le premier témoin et le sénateur Johnson m'a introduit, Dr. Macaulay. Je regarde ce discours impossible de 700 mots en 5 minutes et je regarde mon chronomètre, j'ai 5 minutes et c'est tout. Et je retourne ce discours et je mets de côté mon discours et j'ai démarré. Et à ce moment, j'ai eu l'impression qu'un éclair est entré dans mon corps. Et ma voix a changé. Je suis devenu agressif. Je suis devenu hyper concentré. Je n'ai trébuché sur aucun point. J'ai montré mon protocole. J'étais clair. Et quand j'ai conclu, vous savez, j'avais conclu
que les vies états-uniennes étaient perdues parce qu'un traitement précoce avait été refusé. Et j'ai conclu qu'une fraude universitaire s'était produite dans la littérature et j'ai utilisé ces mots. Mais quand j'ai fini et j'ai baissé les yeux, c'était 5 minutes. Pas une seconde de plus, pas une de moins. Ma fréquence cardiaque était peut-être à 140, ouais. Et en gros, j'ai réalisé que quelque chose s'était vraiment passé. Et ensuite, le reste de la procédure pour moi était comme un flou, même si c'était des heures. Ça semblait que c'était quelques minutes. Je suis sorti déjeuner dans un restaurant vide avec ma femme à Washington et je lui ai dit que quelque chose vient de se passer. Quelque chose s'est passé. J'ai senti le Saint-Esprit entrer en moi pendant ces 5 minutes. Et à partir de ce moment-là, je savais que c'était bien plus qu'un débat académique, c'était bien plus qu'un point scientifique contre un point scientifique. Dans mon implication à être appelé par les médias, appelé par le Sénat, j'avais été appelé par la Maison-Blanche. Ça avait juste commencé à se produire en rafale. Et finalement, amassé probablement plus de temps médiatique que n'importe qui dans les médias. À ce moment-là, rappelez-vous, vous avez vu Tucker Carlson, il est là pendant 1 heure. Il y avait des jours où j'étais sur 16 émissions de télévision en une journée. Une journée. Et ça n'arrêtait pas d'arriver et d'arriver et d'arriver. Et ce que j'ai conclu et ce que j'avais l'habitude de faire, c'est, par exemple, je suis sur un groupe de contributeurs fréquents d'appels pour Fox. Et quand je vais dans les studios Fox, ils sont très gentils, ils viennent me chercher dans une voiture et ils envoient une équipe de maquillage. Je passe par toutes ces étapes. Mais dans la phase préparatoire et les publicités et toutes ces lumières sont allumées, ils ferment la porte. Ce qui est merveilleux, je suis dans une boîte tout seul et je prie. Je prie et je dis, Seigneur, j'ai 1 minute, j'ai 2 minutes. Que ces mots, que ces paroles me traversent, que ces paroles sortent de moi. Donc quand vous me voyez dans les médias, c'est ce que je fais, j'essaye de laisser Dieu parler à travers moi. Et ça a commencé à se produire de manière de plus en plus régulière. Et, et j'ai commencé à faire des programmes publics et c'est comme l'un des premiers que j'ai fait ici, mais j'en ai fait beaucoup plus. C'était une journée froide en janvier de 2022 et j'étais à Minneapolis. Et nous avons une sorte de menace de mort qui était annoncée. Donc ça nous a secoués. Ma femme était avec moi, la police était là pour vérifier notre chambre d'hôtel et les choses devaient être vérifiées. Donc on était un peu secoués parce que c'était la première fois que cela se produisait. Et j'ai suivi le programme et je savais que j'allais partir de Minneapolis vers Washington et il y avait une sécurité qui m'attendait à Washington parce que j'allais faire un discours sur les marches du Memorial Lincoln pour la toute première défaite du rassemblement des mandats et j'étais le premier conférencier médical. Donc les choses étaient vraiment serrées, il y a eu beaucoup d'agitation. Quand je suis arrivé, il y avait une énorme foule. Tout le monde voulait me dire bonjour et me serrer la main et les agents de sécurité me repoussaient pour dire non, non, je ne peux pas saluer personne, encore moins toucher qui que ce soit. Et alors que j'avançais vers le Lincoln Memorial, je suis monté là et j'ai vu cette énorme foule et c'était une journée glaciale. Et la même chose s'est produite. La même chose s'est produite. J'ai juste dit, parle à travers moi. Et c'était 7 minutes. 7. Et j'ai touché tous les points. J'ai touché tous les points. Je me suis arrêté et j'ai écouté toute dissidence de la foule. Et quand vous regardez en arrière dans l'histoire, certains des discours les plus importants sont les plus courts. Le discours de Gettysburg, par exemple, c'était 2 minutes 30. C'est vraiment important. Donc cela a commencé à se produire encore et encore. Puis, pendant cette période de temps, mon interprétation, c'est que les actes de Satan ont été dirigés contre moi et les gens dans mon entourage et probablement vers vous. Alors, j'ai été conduit dans un bureau un jour à l'hôpital après des années de services parfaits, des subventions de patients, des revenus. J'ai eu du succès avec le Covid, j'ai témoigné au Sénat états-unien, les gens applaudissaient, ils ont pris une demi-journée pour regarder le témoignage.
Semaine plus tard, j'ai été introduit dans un bureau et on m'a dit rends ton badge, tu es viré. Quelle était la raison? Aucune raison. Aucune raison. Je n'avais transgressé aucun contrat, violé aucune procédure régulière, pas d'importance. Je dois transférer mon cabinet, je dois transférer tous mes contrats d'assurance, une quantité de travail énorme pour un médecin qui est occupé. Et maintenant, je dois transférer mon cabinet. Donc, j'ai fait tout ça dans le même centre médical. J'ai réétabli un magasin là-bas. Maintenant, je travaille pour seulement une fraction de mon salaire. Mais à ce moment-là, ça n'avait pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'était prendre soin de mes patients et avoir une présence. Et puis, j'avais plus d'exposition médiatique. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à recevoir des lettres certifiées ou des emails. J'ai été dépouillé d'un de mes diplômes de professeur dans une des universités. J'ai été dépouillé d'un de mes diplômes de professeur dans une autre université. Sans raison. Aucune raison. Laissez-moi vous dire, une chaire de professeur, c'est quelque chose de sérieux. Il doit y avoir une audience du Sénat de la faculté, il doit y avoir des discussions. Je veux dire, si j'ai commis un acte de turpitude morale ou quelque chose comme ça, il y aurait toute une enquête. Il n'y a rien eu, c'était juste une lettre très stérile. Vous êtes défroqué de ce titre. Et ensuite, une autre lettre a suivi. Si vous utilisez ce titre publiquement, nous allons vous poursuivre en justice. Et ensuite, la même chose pour les éditeurs. J'étais éditeur de 2 revues majeures. Encore une fois, pas de procédure régulière, pas de réunion éditoriale, pas d'appel de courtoisie, pas de plan de transition. Juste d'être viré en tant que rédacteur en chef. Puis ça a continué. J'ai été viré de tous les comités nationaux des instituts de santé, desquels je faisais partie, certains depuis des décennies. Tous les comités de sociétés pharmaceutiques. Des sociétés pharmaceutiques qui n'avaient rien à voir avec les vaccins. Des comités du NIH qui n'avaient rien à voir avec le Covid. Et cela a continué, a continué, a continué. Récemment, il y a 2 semaines, j'ai reçu une lettre d'une société française qui me dépouillait du poste de président de rédacteur en chef, de conseil de surveillance, de sécurité quotidienne, dont je faisais partie depuis... C'était un investissement à long terme. Les actes demandent des efforts, ils coûtent cher à mettre en place parce qu'ils doivent trouver des gens pour me remplacer. Ils doivent faire de nouveaux contrats. Ce n'est pas une chose mineure. Les gens qui font ça se font du mal à eux-mêmes. Ils n'en tirent aucun bénéfice. J'ai eu probablement 2 douzaines de lettres comme ça. Dans mon livre, Le courage d'affronter le Covid-19, d'ailleurs, j'ai 3 exemplaires pour les 3 meilleures questions. Donc, dans Le courage d'affronter le Covid-19, il raconte l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. Et il y a un chapitre dedans qui s'appelle Le dépouillement. Et c'était presque une analogie religieuse avec le dépouillement. La façon dont j'ai été défroqué, ce n'est pas douloureux, je ne souffre pas. C'est humiliant. C'est une chose publique. Mais ça a atteint son paroxysme l'année dernière. En mai, j'ai reçu une lettre du Comité états-unien de médecine interne qui certifie les médecins en tant qu'internistes et cardiologues et autres spécialistes. Et ce comité a déclaré « Vous avez transgressé notre politique de désinformation concernant le Covid ». Il s'avère qu'en septembre 2021, l'ABIM a promulgué une politique de désinformation contre le Covid. Mais ils n'ont pas dit aux médecins ce qu'ils considéraient être de la désinformation ou de l'information. Ils ne nous ont pas donné des modules d'enseignement ou des points de discussion.